Et notre invité ce matin est le commissaire européen Pierre Moscovici. Jean-Michel Apathy. Bonjour Pierre Moscovici, Bonjour. vous êtes commissaire européen aux affaires économiques, donc vous suivez avec attention la politique économique définie par le gouvernement français, mais plus largement sans doute la politique française. Emmanuel Macron était l'invité de TF1 dimanche soir. Je veux que, en même temps qu'on libère, on protège. Et l'esprit de ces réformes, c'est bien ce couple libéré-protégé. La société change. Je ne vais pas vous proposer de vous protéger contre la société ou son changement. Je vais vous proposer de vous armer pour trouver une place dans cette société qui change. Comment la Commission européenne perçoit l'action menée par Emmanuel Macron depuis 5 mois maintenant, réforme du Code du travail, le budget présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, quel est le jugement de la Commission question européenne? est un peu large, on va regarder réforme par réforme Ouais. et puis on va regarder le budget dans le détail, car en effet, sur le budget, ce qui compte, c'est que les critères fixés par le pacte de stabilité et de croissance, les fameux 3%, mais pas que les 3%, comment est-ce qu'on réduit les déficits dits structurels, ceux qui évoluent indépendamment de la croissance, comment on réduit la dette publique, on va regarder de près comment tout cela est respecté. Mais je dirais que globalement, il y a de la part du gouvernement, du président de la République, un engagement européen que je veux saluer ici, une volonté européenne, une France qui est à l'avant en la matière et qui a la volonté aussi de réformer ses structures économiques et de réduire ses déficits budgétaires. Tout ça va incontestablement dans le bon sens. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe était à Bruxelles. Il a rencontré Jean-Claude Juncker, il a rencontré quelques commissaires, dont moi-même. Je travaille très bien avec les pouvoirs publics français. Alors, voilà pour le jugement global. Soutenez le gouvernement. On peut le dire comme ça ou c'est abusif de le dire comme ça? Oui, c'est tout à fait abusif parce que je n'ai pas à le soutenir ou à ne pas le soutenir. Je ne suis pas un opposant et je ne suis pas un acteur du jeu politique français tous les jours. Simplement, ce qui est certain, c'est que nous apprécions que la France aujourd'hui est une volonté européenne. Nous apprécions que le pays veuille se réformer. Nous apprécions cette volonté de réduire les déficits publics. Et en effet, il y a un objectif que nous partageons, qui est que la France puisse sortir de ce qu'on appelle la procédure pour déficit excessif, qui ne concerne plus aujourd'hui que 2 pays, l'Espagne et la France. Et moi, j'ai toujours considéré que la France avait sa place dans le wagon de tête, qu'elle ne pouvait pas être en queue du peloton. Et d'autant plus, si elle a des ambitions européennes, il faut qu'elle soit exemplaire chez soi. Donc on a ce dialogue positif. Pour le reste, après, c'est aux Français d'évaluer les réformes. Oui. C'est au Parlement de voter la loi de finances. La France peut sortir de la procédure de déficit successif dès cette année ou l'année prochaine? Alors, sans vouloir être technique, rapide, il faut 2 années de suite en dessous de 3%. Alors, donc pour ça ce qui est serait de l'année prochaine 2017, éventuellement. ça devrait être 3%. On va avoir l'occasion de le vérifier dans les semaines qui viennent. Et puis, il faut qu'ensuite, on passe en dessous de 3%, et même nettement en dessous de 3%. Et c'est le cas pour 2018. Si au printemps 2018, nous constatons qu'il y a bien eu 3% en 2017 et que les données que nous possédons montrent qu'effectivement on ira nettement en dessous de 3% en 2018, alors nous déciderons la sortie de la procédure de déficit excessif. D'après les chiffres dont je dispose, d'après la lettre qui a été adressée par Bruno Le Maire et le ministre des Finances à la Commission européenne, en l'occurrence à moi-même samedi, j'ai des raisons de penser que cet objectif est tout à fait atteignable. Donc, s'il y a bien ce sérieux, si ces engagements se traduisent en vérité, il y aura sortie des procédures de déficit excessif. Mais attention, il restera quand même à réduire les déficits structurels, parce que l'important, c'est de désendetter le pays. Un pays qui s'endette est un pays qui s'appauvrit et qui ne parvient pas à défendre ses services publics. Et la France continue à s'endetter. La dette publique est haute à 97%, elle continue à monter, alors que dans la zone euro, elle baisse. Ça, c'est un effort qu'il faut poursuivre. D'un mot, écarter de l'impôt sur la fortune les valeurs mobilières, ne garder que l'immobilier, c'est une bonne idée, Pierre Moscovici. Je pose la question avec le sourire parce que... J'ai pas de jugement à apporter, mais je voudrais faire une remarque sur... Oui, et puis je suis un social-démocrate et je le reste toujours. Mais vous n'avez pas de remarque à faire parce que... J'entends... ça vous embête d'en faire une, de remarques, je n'en ai pas. Parce que ça vous embête d'en faire une, peut-être. Non, pas du tout. Je vais essayer de répondre un peu différemment. Allez-y. Sur TF1, le président de la République a défendu une intéressante théorie qui est la théorie de la cordée. Oui, le premier je préfère la cordée au ruissellement. Le ruissellement, c'est l'idée qu'une fois que les riches s'enrichissent encore plus, alors ça se déverse sur tout le reste de l'économie. L'expérience a montré que ce n'était pas le cas et que bien souvent, il y a une confiscation, il y a une appropriation de la rente. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que la théorie du ruissellement est fausse. Et la théorie de la cordée est beaucoup plus séduisante parce qu'elle suppose qu'il y ait une équipe. Autrement dit, que les premiers tirent, ceux qui
sont un peu derrière, que ceux qui réussissent, en quelque sorte, aient la volonté de participer à l'effort de tous. Et là, il faudra en effet que la nature humaine et la nature du capitalisme changent un peu. Et il faut arriver à responsabiliser ceux qui réussissent. Moi, je suis pour la réussite. Ça, franchement, c'est un point sur lequel je suis totalement d'accord avec Emmanuel Macron, mais que ceux qui réussissent, c'est une responsabilité vers la société, ça dépend un peu de la manière dont on fait les réformes. Et donc l'expression premier de cordée vous paraît correspondre à ce qui devrait se passer. La France... Avec encore une fois, cette notion de responsabilité. C'est ça, vous l'avez dit. La France a un gros problème. Je vais vous dire les choses différemment en alpinisme. Oui, si on ne s'encorde pas, alors la cordée, ça ne marche pas. Voilà, la France a un gros problème sur les bras. Par votre faute, Pierre Moscovici, le Conseil constitutionnel a annulé une taxation que vous aviez décidée en 2012. 3% sur les dividendes versés par les entreprises. Il va falloir rembourser l'impôt perçu. C'est un manque à gagner aussi pour le budget de l'État. Et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui était notre invité hier, a été très sévère là-dessus. On l'écoute. Il faut arrêter de faire n'importe quoi avec les comptes publics, n'importe quoi avec la fiscalité. Maintenant, il faut trouver 9 milliards d'euros au minimum pour rembourser les entreprises qui ont eu à payer une taxe qui a été jugée illégale par le Conseil constitutionnel. Une contribution exceptionnelle est envisageable, mais je veux en discuter avec les entreprises et éviter toute précipitation en la matière. Vous plaidez coupable, Pierre Moscovici, c'était une erreur. J'aime pas les logiques punitives. Il y a eu une décision de la Cour de justice des communautés européennes, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel, il appartient à chacun de la respecter. Des décisions négatives, c'est une manière de dire le travail a été mal fait. Ces 9 milliards ont été effectivement perçus, donc à un moment donné, il faut les rembourser. Ils devraient être là. En attendant, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on trouve les moyens avec le gouvernement pour que les choses se passent de la manière la plus indolore possible. C'était une erreur d'avoir fait cette taxe. Dès lors qu'il y a un jugement du Conseil constitutionnel qui dit que ce n'était pas constitutionnel, ce n'est pas une bonne idée. Vous le regrettez? A posteriori, forcément. A posteriori, forcément. Donc, des regrets de Pierre Moscovici. Voilà. Vous restez avec nous, Pierre Moscovici, il est 8h40. Ce n'est pas une décision que j'ai prise personnellement, je tiens à le dire par ailleurs. Il est 8h40, voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Première nuit en prison pour deux leaders indépendantistes catalans accusés par la justice espagnole de sédition pour avoir empêché des arrestations et des perquisitions. Une juge les a placés en détention. Les séparatistes dénoncent une provocation de Madrid et l'indignation gagne aussi les autres partis comme les radicaux de Podemos et les socialistes. Les 9 fédérations de fonctionnaires se sont donné rendez-vous la semaine prochaine pour envisager une nouvelle journée de mobilisation. Déçus par les non-propositions du gouvernement hier, pas de gain du pouvoir d'achat, pas d'engagement non plus sur une revalorisation du point d'indice et un report à 2019 de l'accord sur les rémunérations. Seul geste finalement du gouvernement, une prime pour compenser la hausse de la CSG. Près de 9 millions de personnes pauvres en France et plus de la moitié ont moins de 30 ans. Emmanuel Macron s'attaque à ce chantier de la pauvreté. Le président reçoit les associations ce midi à l'Élysée. La Fondation Abbé Pierre notamment, elle demande une revalorisation du niveau du RSA. Le plateau des Glières en Haute-Savoie au lieu de la résistance. Nouvelle étape aussi du Tour de France 2018. Un avant-goût avant de connaître l'ensemble du parcours tout à l'heure. On sait aussi que la 105e édition de la Grande Boucle partira de Vendée et ce sera le 7 juillet prochain. France Info. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, il est invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Parmi les urgences et les problèmes en Europe, il y a la Catalogne. Le président de la région catalane a différé la réponse qu'il devait faire, ou en tout cas que le gouvernement espagnol attendait. La Catalogne a-t-elle ou pas déclaré son indépendance? Comment la Commission européenne, les instances européennes doivent gérer ce problème? Est-ce qu'une médiation est possible, d'après vous, Pierre Moscovici? D'abord, dans l'Union européenne, il y a une notion qui est fondamentale, c'est la notion d'état de droit, puis d'ordre constitutionnel. Et quand on regarde l'état de droit et l'ordre constitutionnel, l'Espagne est un pays unitaire, même s'il est régionalisé, et le référendum qui a été organisé n'était pas un référendum légal. À partir de ce moment-là, on doit réagir en étant d'abord conscient que la violence n'est jamais la solution et que la solution, c'est toujours le dialogue. Donc la Commission réagit en encourageant au dialogue entre Madrid et Barcelone pour trouver une solution qui soit une solution partagée. On voit que c'est quand même là-dedans que se trouvent M. Rajoy et M. Puigdemont, chacun pour le moment reportant la responsabilité sur l'autre, mais en même temps l'irréparable n'ayant pas été commis. Mais le droit de votre côté est du côté de l'État espagnol, c'est ce que vous dites. Incontestablement, il y a une constitution en Espagne, il y a un état de droit en Espagne, et donc il faut le respecter. C'est dans ce cadre-là, de la région catalane qui devrait reculer, donc selon votre raisonnement. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que le référendum d'indépendance est un référendum
oui, qui n'est pas légal aux yeux donc de la il doit reculer. Le président ce que je veux dire s'appuie simplement, sur les référendums. il n'y a pas de possibilité là-dessus, sur cette base-là, de déclarer une indépendance qui soit une indépendance crédible. Et de ce point de vue-là, nous soutenons totalement l'unité de l'Espagne. Mais en même temps, je le répète, la violence n'est pas la réponse à un problème qui manifestement taraude, divise la population catalane. On doit être à l'écoute de ce qui se passe et la réponse est le dialogue. Vous m'interrogez sur la médiation. Mais ça n'est pas à nous d'imposer une médiation. Pour qu'il y ait une médiation, il faudrait que les acteurs, c'est-à-dire et Madrid et Barcelone, la demandent. On reproche souvent à la Commission européenne de s'ingérer dans les affaires des autres. Ce n'est pas depuis Bruxelles que nous allons régler ce qui est une affaire intérieure espagnole, même si nous la suivons avec beaucoup d'intérêt. On reproche souvent aussi à l'Europe finalement d'être faible politiquement et on a le sentiment d'un service minimum. Non, il n'y a pas de service minimum. Depuis le début, ou tout au moins d'une gêne. Il n'y a aucune gêne, il y a simplement le fait que nous Si l'Europe était forte, pardon de vous couper, si l'Europe était forte, elle aurait pris ce sujet à bras-le-corps. Elle n'a pas voulu le faire. Elle intervient, elle parle beaucoup. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, l'a fait. Le vice-président Timmermans l'a fait. Je le fais ici ce matin. Nous sommes extrêmement attentifs, sensibles. Nous passons aussi des messages économiques. Non, il n'est pas bon que cette situation perdure sur le plan économique non plus. Mais nous ne sommes pas un super État. Nous n'avons pas à être un gendarme. Nous ne pouvons pas imposer de l'extérieur une médiation que les acteurs ne demanderaient pas. Et nous regardons ça avec beaucoup d'attention en demandant à la fois au gouvernement espagnol et au gouvernement de la Generalitat d'entrer dans un processus de dialogue pour régler cette solution dans le meilleur intérêt de tous. En tout cas, votre discours est clair. Le droit est du côté de l'État espagnol. L'État espagnol menace jeudi de déposséder la région catalane au titre de l'article 155 de la Constitution de ses pouvoirs régionaux. Et si cela se produit, évidemment, le risque d'affrontement est important entre une partie de la population catalane et le gouvernement espagnol. Mais encore une fois, la violence, l'affrontement ne mène nulle part et c'est le dialogue qui doit être la solution. Il faut là être à la fois inventif et un peu fraternel. Le dialogue, où en est-on avec les Britanniques? Theresa May, la première ministre britannique, a dîné hier soir, c'est ça? Avec Jean-Claude Juncker. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Et là aussi, on a l'impression que le dialogue ne se passe pas facilement. On ne peut pas dire ça. Enfin, facilement, sans aucun doute pas. On est en train d'entrer dans la négociation la plus compliquée que l'Union européenne ait jamais connue. Un État membre, et pas n'importe lequel, la Grande-Bretagne, qui veut quitter l'Union européenne. C'est un ensemble de liens vraiment extrêmement étroits qu'il faut défaire. Et on comprend que ça prend du temps, on comprend que c'est difficile. Nous en sommes à la 5e session de discussion. Quel est au fond l'enjeu de la discussion? L'argent. L'enjeu de l'argent. Ça n'est pas que l'argent. L'enjeu de la discussion, c'est comment nous réglons les paramètres de la séparation avant d'envisager une relation future qui doit être très proche. Je dis bien avant. Il faut faire les choses dans cet ordre. Quels sont les paramètres à régler? 1. Le droit des citoyens dans l'Union européenne et dans le Royaume-Uni. Là-dessus, les choses avancent. Deuxièmement, c'est comment assurer définitivement la paix en Irlande, Irlande du Nord, Irlande du Sud. On sait que ce pays est partagé. Et troisièmement, c'est en effet comment faire respecter à 28 les engagements pris à 28. Et c'est la question des engagements financiers. Sur ce plan-là, Mme May a fait des avancées. Elle a reconnu qu'il y avait un dû de la part du Royaume-Uni à l'égard de l'Union européenne. Mais on attend les propositions concrètes. Et là, nous sommes encore dans une impasse. Ça va durer encore 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. On a l'impression que c'est... Bruce Toussaint, je vais vous dire les choses. C'est pas un scoop. Le 29 mars 2019, à minuit, 2 ans après le Royaume-Uni aura cessé d'appartenir à l'Union européenne parce qu'il a décidé... Même s'il n'a pas payé. Quoi qu'il arrive. Mais le risque, c'est que ça se fasse sans accord. Après, vous avez deux solutions. Vous avez ce qu'on appelle, pardonnez-moi, des anglicismes, la clean exit, c'est-à-dire on est d'accord, on a une relation future, on a dessiné aussi des accords de transition, c'est ce que demande le Royaume-Uni. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le hard Brexit, où la falaise, d'un coup, tout s'arrête. Et évidemment, tout le monde cherche une sortie ordonnée. Alors, je pense qu'il faut à la fois constater qu'aujourd'hui, on n'y est pas, et en même temps, rester raisonnablement confiant, parce que l'esprit est toujours à la discussion. Hier, Jean-Claude Juncker et Theresa May ont conclu qu'il fallait accélérer la discussion. Il y a un Conseil européen à la fin de la semaine, et disons que d'ici à la fin de cette année, il faut vraiment qu'on arrive à débloquer cette situation, constater des progrès pour aller vers la suite de la négociation. Il faut, dans ces affaires-là, un tout petit peu de patience, mais l'horizon temporel, il est bien bordé. Il existe. Si Theresa May sera toujours Première ministre
d'ici à la fin de l'année. Ça, c'est une affaire, encore une fois, que les Britanniques ont à régler. Le Mais dîner s'est bien passé. elle est aujourd'hui légitime et nous ne voyons pas, encore une fois, d'alternative. Il y a un parti qui est au pouvoir. Boris Johnson et se voit comme une alternative, je ne sais pas s'il l'est, c'est le mais ministre pour l'instant, il est le ministre des Affaires actuel. étrangères du gouvernement de Theresa May. Le dîner s'est bien passé hier soir, vous n'avez pas eu d'écho? Si, ça s'est très bien passé. Très bien passé, il n'y a pas Oui, eu de vaisselle cassée, il n'y a pas eu... je vais vous dire, le simple fait qu'il se soit passé est une bonne chose, parce qu'il y a ce Conseil européen à la fin de la semaine, et il fallait que le président de la Commission et la Première ministre mettent tous les sujets, pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, sur la table. Et ça a été le cas. Et je pense qu'ils sont convenus, encore une fois, qu'il fallait avancer dans cette négociation, c'est fondamental. L'extrême droite autrichienne a recueilli dimanche 26% des suffrages et participera très probablement à un gouvernement conservateur qui devrait s'installer en Autriche. Il serait plus que conservateur. C'est une information peu commentée. Trop peu, mais on peut le comprendre. Il y a des éléments qu'on peut commenter tout de suite. D'abord, la force de l'extrême droite en Autriche et le virage à droite du pays, incontestable. Ce n'est pas totalement une surprise, parce qu'il y a un an, lors de l'élection présidentielle, le candidat de l'extrême droite avait déjà fait 35%. Ça n'est pas une première, parce qu'en 2000, ce parti d'extrême droite, qui n'était pas tout à fait le même, parce qu'il avait participé au gouvernement. A participé au gouvernement en 2000, et à l'époque, l'Union européenne avait manifesté vraiment sa réprobation de manière extrêmement forte. Ce qu'on appelait des sanctions au titre de l'article 7 du traité. Du boycott. Écoutez, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Pour l'heure, constatons le résultat électoral et disons qu'il n'est jamais une bonne chose qu'un parti d'extrême droite fasse des scores aussi importants, que le populisme, on le voit, a perdu des batailles électorales comme en France, n'est pas perdu la guerre, ça reste une tendance extrêmement forte et il faut des résultats pour le combattre sur les deux points qu'évoquait Emmanuel Macron, libérer et protéger. L'Europe qui libère et l'Europe qui protège. Et nous devons observer ça avec vigilance. Mais pour le moment, il n'y a pas de coalition décidée en Autriche. Donc ne faisons pas de procès d'intention, n'allons pas plus vite que la musique. Et puis, on ne peut pas passer sous silence non plus ce qui s'est produit hier à Malte. Une journaliste qui a beaucoup dénoncé la corruption dans son pays, Daphne Caruana Galizia, a été victime d'un assassinat, puisque une bombe placée sous son véhicule a explosé hier après-midi. Donc cette journaliste est morte et on est très étonné qu'aujourd'hui, au sein de la communauté européenne, des actes de cette nature puissent se produire. Oui, j'ai réagi immédiatement, comme on le fait maintenant par Twitter, pour dire ce que je vous dis maintenant, c'est-à-dire que la liberté d'expression doit être défendue, doit être chérie, que ceux qui sont chargés de la représenter, blogueurs, journalistes, ne sont pas n'importe quelle personnalité et qu'il faut assurer absolument la sécurité et la liberté. Ça, c'est tout à fait fondamental, surtout quand on a affaire à des soupçons de corruption. Vous savez, dans mon rôle de commissaire, cette fois-ci, à la fiscalité, je lutte avec acharnement contre la fraude fiscale, contre l'évasion fiscale. C'est un combat que nous ne pourrions pas mener, nous les décideurs publics, s'il n'y avait pas justement ces blogueurs, ces journalistes qui ont fait des révélations, les Panama Papers, les LuxLeaks. Et donc, soyons vraiment aux côtés de ceux qui sont les militants de cette liberté d'expression. Vous restez avec nous, Pierre Moscovici, il est 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. La ministre de la Justice incite les femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles à porter plainte. Invitée de France Inter, Nicole Belloubet se dit extrêmement impressionnée par la puissance du mouvement Balance ton port sur Twitter. Une invitation à agir selon elle. Un projet de loi est en préparation pour renforcer les sanctions. Transformation de l'ISF, suppression partielle de la taxe d'habitation et hausse de la CSG. Les mesures fiscales du gouvernement en débat à l'Assemblée. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin présentent le premier budget du quinquennat à partir de cet après-midi. 1200 amendements ont été déposés. Une trentaine d'élus de la Creuse reçus à l'Élysée, une semaine après les propos du président sur ceux qui foutent le bordel. Emmanuel Macron ira peut-être les saluer. Officiellement, ils sont reçus par son directeur de cabinet pour parler de l'avenir du département, au-delà donc du dossier GMES. Il pleut au Portugal et c'est un répit pour les 3600 pompiers qui luttent contre les incendies en cours dans le nord du pays. Au moins 36 personnes sont mortes. Un deuil national de 3 jours a été décrété. France Info. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. La chancelière Angela Merkel va débuter demain des discussions avec les libéraux allemands, les écologistes allemands pour tenter de faire une coalition qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent à l'œuvre. On verra bien si ça tiendra debout. Ce qu'il faut noter, c'est que les libéraux allemands, qui peuvent prendre une part importante dans cette coalition allemande, sont très hostiles au projet de réforme de la zone euro que présente
ou que souhaite voir mise en œuvre le président français. Il y a là un risque de conflit qui vous inquiète? Alors, deux éléments. D'abord, je trouve que les propositions d'Emmanuel Macron pour la zone euro vont franchement dans le bon sens. Un budget de la zone euro. Nous avons besoin de deux choses. Nous souffrons d'un problème d'efficacité et d'un problème de légitimité. Efficacité parce qu'il y a encore trop de divergences dans la zone euro. Et démocratie parce qu'on ne discute pas assez. Vous savez, on prend des décisions sur la Grèce. J'ai vu que M. Varoufakis a sorti un livre contestable d'ailleurs. On le prend dans un cénacle fermé, l'Eurogroupe. Il faut qu'il y ait un contrôle démocratique et parlementaire, celui du Parlement européen. Et donc, l'idée de voir un budget de la zone euro, un Parlement de la zone euro et un ministre des Finances de la zone euro qui soit à la fois dans mon poste mais aussi président de l'Eurogroupe, ça va tout à fait dans le sens de l'histoire et je souhaite que ça avance. Deuxièmement, en effet, il va falloir discuter avec les Allemands, il va falloir trouver des compromis. Le président Juncker a aussi fait un grand discours comme celui d'Emmanuel Macron, et je pense qu'il y a là des éléments qui sont des éléments assez proches en réalité entre la Commission et la France. Entre la Commission et la France. S'agissant de l'Allemagne, moi je veux dire ma très grande confiance. Je sais qu'on discute, on fait des commentaires sur tel ou tel parti, sur telle ou telle position de campagne. Les libéraux allemands. Oui. Les libéraux allemands sont un parti qui a une tradition pro-européenne. Oui. Les Verts allemands ont une tradition très pro-européenne. Et Mme Merkel est un grand leader européen. Mais et il y a les aussi libéraux allemands ne veulent pas entendre parler de budget de la zone euro. Ils disent non, ça surtout pas. On va regarder. C'est la vieille peur des Allemands de budget de mutualiser l'union les de dettes. transfert. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de mutualiser la dette. Il s'agit de se doter d'un instrument qui soit un instrument de stabilisation et d'investissement dont on a besoin pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une partie de l'Europe, le Nord, qui soit très prospère et une partie du Sud qui ait l'impression de vivre dans l'austérité et dans la difficulté. Ça s'appelle la justice, ça s'appelle la solidarité, ça s'appelle pas la mutualisation, ça s'appelle pas les transferts. Mais moi, je pense que Mme Merkel, que je connais un peu, termine sa carrière politique. C'est son dernier mandat, le 4e. Et je suis sûr que sa volonté absolue, ce sera de laisser une marque. Et que cette marque, pour son dernier mandat, c'est de faire en sorte que l'Europe soit plus forte. Et ça passe par une zone euro qui soit plus efficace et plus démocratique, avec peu ou prou les éléments que propose Emmanuel Macron. Oui, je pense qu'on va y arriver. Et il reste 9 mois pour travailler là-dessus, parce que c'est entre le mois de décembre et l'été que les décisions seront prises. Il y a une fenêtre d'opportunité, elle est unique. Il faut la saisir. Pourquoi le livre de notre ancien collègue grec, Yanis Varoufakis, est contestable? Pourquoi? On l'a reçu sur France Info. Parce que M. Varoufakis, je crois qu'il appelle son livre Conversation entre adultes, et moi je dirais plutôt que c'est un peu des contes pour enfants. Et dans ces contes pour enfants, il y a un héros, devinez comment il s'appelle? Il est grec, il s'appelle Yanis. Et la manière dont il présente les différents acteurs est, disons, pour le moins subjective. Il ne respecte pas les institutions, les discussions, les acteurs eux-mêmes. La manière dont nous sommes présentés les uns et les autres ne correspond à aucune forme de vérité. Et si moi j'écrivais comme lui ce que j'ai vécu dans l'Eurogroupe, ce ne serait pas la même chose. Et je pense enfin que c'est Alexis Tsipras qui a raison et pas Yanis Varoufakis. Il fallait, le Premier ministre grec, il fallait négocier avec l'Union européenne, il fallait faire des réformes, il ne fallait pas s'arrêter et vouloir sortir. Donc je comprends qu'il soit le héros de la gauche protestataire, mais il n'est pas le héros de la Grèce. Il a au contraire coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent à son pays. Il n'a pas été un homme qui a rendu service à la Grèce. Vous êtes toujours membre du Parti Socialiste? Je suis toujours membre du Parti Socialiste. Même sa dérive ne vous détourne pas de lui? Enfin, ça dérive. Je ne peux pas dire que j'y participe tous les jours. Alors, le plan social, moi, je voudrais avoir une pensée pour les salariés. 50 à 70 des 100 salariés du Parti socialiste. Quand on a subi un échec comme celui qui s'est produit, il y a des conséquences financières. Et j'ai une pensée pour eux, ces permanents qui ont fait tourner cette maison depuis longtemps. Il va falloir que le Parti socialiste fasse ses travaux d'Hercule, non pas de Jupiter. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y a de la place pour une gauche social-démocrate en France. Une gauche qui soit très européenne et qui soit en même temps très réformiste et qui lutte contre les inégalités. Mais il faut les deux. Il faut être à la fois vraiment à gauche et vraiment européen. Vous souhaitez redevenir député européen en 2019 pour le compte du Parti socialiste? Je suis commissaire européen jusqu'en 2019 et je crois qu'il reste encore 2 ans, j'ai beaucoup à faire. Est-ce que vous souhaitez redevenir député européen en 2019? Non, je n'ai pas de projet pour 2019. J'ai beaucoup de travail et jusqu'en 2019, c'est un peu différent. Et donc, j'avais cru comprendre que vous aviez déjà dit en fait que vous vouliez redevenir député européen. Non. Vous ne voulez pas lui dire pour lui faire plaisir? Je vais lui dire quelque chose pour lui faire plaisir. Il y a une procédure. Non, mais ça, il y a une place de libre, ça
fera Il y plaisir à a une quelqu'un. procédure qu'on appelle celle des Spitzenkandidaten, Ouais. qui est qu'il faut qu'il y ait des têtes de liste européennes, je ne dis pas françaises, européennes, pour être président de la Commission. Et j'ai déclaré qu'en effet, il en faudrait une pour le Parti socialiste européen. Comme il se trouve que j'ai un peu d'expérience, je regarderai le moment venu, mais le moment n'est pas venu. L'affaire Weinstein suscite beaucoup de commentaires, bien sûr, et légitime cette question. Est-ce que vous connaissez des harceleurs dans le monde politique, Pierre Non, Moscovici? je n'en connais pas. Et si vous en connaissiez, mais si vous j'en les connaissais, dénonceriez? c'est une obligation Vous de les dénoncez dénoncer, bien sûr. C'est une obligation légale. Et au-delà de cela, il y a surtout une obligation maintenant, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce combat, il doit maintenant connaître un essor complètement Vous ne connaissez décisif. pas un homme dont on dira dans 10 ans, ben oui, on le savait. Écoutez, peut-être que je le connais, mais moi je ne le sais pas. Merci beaucoup Pierre Moscovici, merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin.